Mais pour le coup, Kittle, depuis son arrivée dans la ligue, j'adore le regarder jouer. Je suis en parfait désaccord avec les deux camarades. Mais ce que veut pas faire. Excellent. S'il continue alors qu'il est taillé comme un géranium en plus. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve aujourd'hui pour le rewind de la semaine 8. Et petit duo sympathique aujourd'hui puisque je suis avec PA, tout droit sorti de la cérémonie du Ballon d'Or. Salut PA. Salut GG, bonjour à toutes et à tous. Ouais, effectivement, il semblerait qu'il y ait une place de dispo à la place de Vinicius. Je me suis installé. Comme lui, j'ai pas eu le Ballon d'Or, donc j'ai passé une bonne soirée, donc c'était sympa. Ouais, t'étais le seul avec une tenue blanche à être venu hier à la cérémonie. Je manquais peut-être un petit peu de paillettes, c'est pour ça que je peux passer devant les caméras. Non, je sors tout simplement du travail, le temps de prendre la voiture, de rentrer, d'ouvrir l'ordi et on est prêt. Voilà, on est au pied levé pour enregistrer. Parce que oui, grosse semaine pour nous. Je commence par le petit instant promo. À l'heure où on enregistre, totalement transparent, nous sommes mardi. Donc demain soir, mercredi 30, nous avons un live de prévu 21h qui sera animé par notre camarade Trey sur le top 11 des wide receivers. On l'a déjà un peu teasé dans le dernier épisode, mais des premiers retours qu'il nous a fait, car nous ne connaissons pas le classement des autres, il y a quelques dingueries. Donc venez, je pense que ça peut être encore un peu plus énorme que ce qu'on a fait sur les quarterbacks. C'est sûr. Ouais, c'est un poste clivant. C'est assez compliqué. En dehors de mon top 1, je suis moins serein. Voilà. Ben Alex a dit qu'il y avait aucune unanimité sur le top 1, donc rien que ça déjà. Non, par contre, ça, du coup, il va y avoir bagarre. Venez. C'est peut-être de mon fait. On verra. Je tease un peu. Je veux pas spoiler le top 1, mais si c'est pas un mec qui joue avec un maillot violet quelque part dans le Minnesota, c'est pas impossible que je me fâche un petit peu. Voilà, je le dis comme ça. Heureusement que t'as précisé Minnesota, sinon je t'aurais sorti The Flowers. C'est vrai. J'avais oublié que les couleurs étaient un peu plus originales en NFL que dans notre fameux soccer européen, pour faire une petite liaison avec le Ballon d'Or. Pour ne rien rater, quand même, parce qu'on fait de la promo, le front office sur Twitter, Instagram, YouTube et Twitch. Le live sera sur Twitch, donc si vous voulez nous voir, venez. Pas besoin d'avoir de compte, vraiment, vous avez juste à cliquer sur le lien. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire. Et si vous voulez vous inscrire parce que la plateforme vous plaît, c'est totalement gratuit. Pour ceux que ça bloquerait un peu, il sera en rediff sur YouTube. Mais malheureusement, vous ne pourrez pas interagir avec nous, ce qui serait dommage. Parce qu'on espère que vous allez venir vous aussi avec vos top 11 et débattre avec nous. Donc voilà, le front office. PA, je vais te laisser la main. Puisque tu vas remplir magnifiquement le rôle que Doug adore remplir quand il est là, qui est celui de partager nos résultats sur les pronostics. Ouais, alors une belle semaine pour certains quand même. Dans l'ensemble, un peu plus compliqué pour d'autres, parce qu'il y en a un qui a perdu sa deuxième place, mais du coup voilà, honneur au dernier. Donc GG, 66 points. Mais je crois que si, t'as quand même fait une belle semaine. Je regarderai les scores sur la week, mais je crois que c'était pas trop mal. Alex, 69 points, 13, 72, Doug, 74. Du coup, il s'est fait passer par Anto qui a 75 et moi-même à 79. Ça se resserre tranquillement. Ouais, en tête, c'est pas mal. Ouais, en tête, c'est pas mal. Ouais. T'as une petite marge, mais voilà, je me sens un peu comme les Jets. Genre, bilan à chier, va pas falloir trop se tromper si on veut espérer quelque chose. Pour teaser un peu ce dont je vais parler un peu plus tard. Mais non, je suis toujours autant surpris. Je me dis, je regarde les matchs sur la zone, je me dis, merde, je vais encore faire une semaine pourrie avec 6 bons résultats. Et au final, je m'en sors à chaque fois à plus de 10. Je sais pas comment je fais. Mais pour l'instant, je suis un petit peu chanceux. La pièce tombe du bon côté. Donc écoute. Non, je peux pas te laisser dire ça. C'est pas de la chance. C'est ce que j'appelle l'expertise
Et avec Alex, on avait besoin de rehausser un peu le niveau dans le podcast, d'où les recrutements. Ce qui me permet en plus, tu vois, de lâcher de plus en plus de dingueries sans que ça se voit trop, parce qu'on a recruté quand même du monde un peu pertinent. Donc voilà, moi je suis le mec qui se fait attraper la veste sur Twitter, pendant que vous, voilà, vous êtes un peu la caution sérieuse de ce podcast. Donc non, en plus je vous promets, j'essaye vraiment, après quand je suis devant mon appli et que je vois les matchs, je me dis, quand même, ça sent un peu le petit piège. Au final, ils prennent 30 pions dans la face, mais de temps en temps, ça marche. J'avais annoncé l'accident pour les Vikings contre les Rams. Je suis peut-être un de ceux, un des rares, je sais pas à combien de pourcents ça avait été misé, mais qui avait senti l'enchaînement compliqué pour les Vikings après la défaite contre les Lions. Donc voilà. Mais bon, je vais pas trop me vanter de ça parce que Doug va dire, ah ouais, vas-y, le mec il tire 10 coups de feu, il y en a un qui atteint la cible et il parle que de ça. Ah, c'est vrai que le ratio, bon, il est pas fou, quoi, mais bon. Mais en fait, tu sais que dans ma démarche intellectuelle, je me dis, vas-y, putain, suis tes intuitions. Et du coup, j'ai un peu peur de passer à côté d'un truc énorme, donc j'entends plein, et ouais, et c'est pas très beau. C'est pas très beau. Bon, on va parler de choses qui se passent un petit... Pour clôturer, il y avait 2% de personnes qui avaient parié sur les Rams contre les Vikings. 2%? Ouais. Ah ouais, non, là je me sens un peu frais, j'avoue. Là, je me sens un petit peu frais. Ok. Ça, je suis peut-être pas l'employé de la semaine, mais ça me remet du baume au cœur. Allez, Pierre, on va parler justement de notre joueur de la semaine. On a des noms, tous les deux. Je pense que si en semaine 1, on avait dû faire des codes sur ces joueurs-là vont apparaître dans notre joueur de la semaine, et ça aurait été très très haute. Il y avait très peu de probas qu'on parle de ces gars-là. Je vais te laisser commencer par le tien et je vais te laisser aussi préciser son poste, puisque certains de nos auditeurs ne le connaissent peut-être pas. Ouais. Ou pas bien. Ouais, moi je vais parler d'un receveur qui joue dans la capitale, à Washington, Noah Brown, qui a du coup réceptionné ce Hail Mary de Jaden Daniels, donc à la toute dernière seconde du match contre les Bears, qui du coup leur permet de remporter la victoire 18-15. Son match en lui-même, hein, hormis cette réception-là, c'était 2 réceptions et une vingtaine de yards. Donc là, bon, bah, ça gonfle un petit peu les chiffres, 3 réceptions, 73 yards, mais c'est pas là le plus important, c'est que le mec, il a été, on peut dire, au bon endroit, au bon moment. Et cette action-là m'a beaucoup fait penser à un touchdown qu'avait mis AJ Green en 2013, à l'époque chez les Bengals contre les Ravens. Alors, c'était moins impactant parce que ça leur permettait d'égaliser et d'aller en overtime, et ils ont perdu en overtime contre les Ravens de 3 points. Donc là, c'est vraiment pour une victoire, mais ça reste toujours ultra impressionnant quand c'est à la dernière seconde, dans le quatrième quart-temps. C'est vrai que les Hail Mary en fin de deuxième quart-temps, c'est chouette, c'est beau à voir, mais là, pour clôturer un match pour le remporter, de mémoire récente, il y avait eu Murray avec DeAndre Hopkins contre les Bills. Sinon, j'ai pas le souvenir d'un Hail Mary à la dernière seconde comme ça qui permettent à l'équipe de remporter. Donc, ouais, c'est plutôt cool. C'est aussi pour ça qu'on aime ce sport-là. C'est cette incertitude. Et en plus, au-delà de la réception, je trouve que c'était mérité pour les Commanders. C'était un peu un hold-up ce qu'ils ont fait les Bears. Alors après, ils auraient pris la victoire quand même, hein. Mais pour le coup, sur l'intégralité du match, je trouve que les Commanders méritaient un petit peu plus. Bizarre de finir le match là-dessus en ayant autant dominé, mais bon, bah, tant mieux pour eux et ça leur fait une très très belle fiche de victoire-défaite. Bah, j'ai failli mettre Jaden Daniels de mon côté. J'ai hésité pour les mêmes raisons. Il y a probablement des joueurs qui ont fait statistiquement des meilleures choses cette semaine. Mais en fait, quand tu as une action comme ça, tu l'as dit, déjà, ça fait partie des choses pour lesquelles on suit la NFL. Combien de personnes de notre génération, tu leur demandes de citer une action des 15 dernières années, ils vont te parler du catch d'OBJ. Genre, il y a des actions comme ça qui viennent. Et là, on est quand même sur une action d'un quarterback rookie, numéro 2 de la dernière draft, qui affrontait le numéro 1. Donc un match avec quand même de la symbolique. Et il réussit ce play-là pour aller gagner le match. Alors oui, il faut de la réussite. En plus, dans un contexte où un des DB des Bears était en train de taunt le public 3 secondes avant le lancer. Franchement, ça a tout pour être une action iconique.
Et on espère pour lui, voilà, on va pas tirer des conclusions hâtives trop rapidement, puisque quand les jeunes joueurs ne vont pas bien, on sait être patient, et quand ils vont très bien, on sait aussi qu'il faut confirmer. Mais ce début de carrière de Jayden Daniels, avec notamment cette action, t'as l'impression d'un mec qui pose les bases de quelque chose de marquant. On verra jusqu'où ça peut aller, mais c'est hyper plaisant à voir. T'as l'impression qu'il peut rien lui arriver. Enfin, c'est son. Il est quoi? On est au huitième semaine. C'est son 8e match en NFL. Il a des côtes un petit peu blessées, on va dire. Et il te sort ça. Et enfin, 9 fois sur 10 ou je sais pas, 49 fois sur 50, ça fonctionne pas. Et là, ça a marché, quoi. Il est touché par la grâce sur le début de saison, sur son début de carrière en NFL, qu'il en profite. On espère pour lui que ça continuera, mais effectivement, là, il peut faire n'importe quoi les yeux fermés, que ça fonctionnerait, quoi. Donc c'est hallucinant. Et pour en revenir sur le DB qui justement chambrait le public, faut préciser que pour le pauvre Stevenson, c'est lui qui touche la balle sur quand le ballon redescend, qui permet en fait à Noah Brown de récupérer la balle, parce qu'en fait il met un petit push en arrière, ce qui emmène la balle dans la end zone, et Noah Brown est là pour la récupérer. Donc il a eu tout faux sur cette action-là, le corner. Ouais, il a essayé de communiquer après coup en disant que... Ouais. Il regrettait. Ah bah oui. Ouais. Qu'il regrettait, qu'il fallait rester concentré, que ça l'aiderait à progresser. Tu m'étonnes. Il va finir numéro 1 du top 100 pendant l'intersaison, là, pendant qu'on va tous se faire chier et qu'on va regarder un compil top 100 2024. Il va être tout en haut. Avec cette action, on se dirait, putain, pas mal quand même le gars. Hein. Il a top le public, tout ça pour se faire arroser juste derrière. Non, franchement, tu vois, Jayden Daniels, j'en suis au point où je me dis, bah en vrai la NFL elle est plus cool à suivre avec lui. Ouais. Et franchement les joueurs qui te font ça, moi je dis que ça fonctionne. Et du coup, je me fais une autopasse, mais de mon top joueur de la semaine, j'ai mis aussi un joueur où je trouve c'est plus sympa quand il est sur le terrain, et il mérite une place de titulaire. Et j'ai jamais compris pourquoi il avait pas un fauteuil un peu assuré, c'est Jameis Winston. Qui a pris donc le poste de QB titulaire chez les Browns après la blessure de Deshaun Watson et les défaillances / blessures de DTR derrière lui. Ce mec-là, il est capable du meilleur comme du pire. Mais ça fait 3 ou 4 saisons où à chaque fois, je me dis, est-ce qu'il y a 32 mecs qui méritent plus que lui d'avoir un poste de quarterback titulaire? Et j'ai beau retourner la question dans tous les sens, malgré mes classements de quarterback très controversés, j'ai quand même du mal à trouver 32 noms que je mets au-dessus du sien. Quand il est dans des bonnes dispositions, ça donne des matchs vraiment très très sympas à suivre. Et là, il a notamment permis aux Browns de battre les Ravens, donc dans un match qui pour l'instant comptablement n'a pas un gros impact pour les Browns. Mais au-delà de ça, j'ai aimé le fait qu'il donne l'impression de faire revivre des receveurs. Amari Cooper était parti, on s'est dit ok, les Browns ils sont juste en pure tanking et ça va être compliqué. Et en fait, tu te rends compte que juste il a magnifié des jeunes, donc Cedric Tillman, Elijah Moore, Jerry Jeudy, avec un Njoku qui était déjà bon, mais voilà. Il a réussi à distribuer le ballon, à faire vivre ça bien. Tu sens que c'est un QB que quand il perd pas trop la balle, il te permet quand même d'avancer sur le terrain. Et dans une équipe comme les Browns où tu as une bonne défense, et bah, je suis vachement content de le voir ici. Donc, encore une fois, je pense qu'il y a des mecs qui avaient fait une plus belle ligne statistique que lui cette semaine, mais j'avais envie de parler de Winston. Ouais, il a ravivé l'équipe, clairement, offensivement. Je crois qu'il met 3 touchdowns sur ce match. C'est plus que les 2 ou 3 derniers matchs cumulés de Deshaun Watson. Enfin, il y a tout qui allait bien sur ce match. Et j'ai trouvé, pour le coup, que la défense a aussi rehaussé son niveau. Ils étaient peut-être moins blasés, parce que on le sait, hein, sur des défenses comme ça, quand tu vois que l'attaque n'avance pas, à un moment donné, tu perds un petit peu le fil. Mais même en défense, ils ont mis énormément la pression sur Lamar Jackson, avec 3 sacs. Donc, ouais, ça faisait plaisir à voir de leur côté. C'était l'équipe des Browns qu'on pensait voir en début de saison, ou que moi, personnellement, je pensais voir, parce que je les avais mis très très haut dans leur division. Premier ou deuxième, je crois que j'ai mis les Bengals premier, donc les Browns deuxième. Donc c'est dommage qu'il y ait dû avoir ces blessures-là de Watson pour mettre
vrai quarterback, je dirais, sur le terrain. Je te rejoins sur les 32 QB de la ligue. Je vois pas 31, 32 quarterbacks meilleurs que lui. Il va avoir ses défaillances mentales, hein, Ouais. comme depuis son arrivée dans la ligue. Mais voilà, les balles qu'il envoie, les balles en profondeur, ça reste forcément un danger pour une défense. Et du coup, ça va libérer également forcément de la place pour les running backs, même si ça s'est pas trop vu sur ce match-là. Après, c'était contre une grosse défense des Ravens contre la course. Donc voilà, on verra sur le prochain match si ça continue. Il ne faudra pas être étonné s'il fait 0 TD et 2 interceptions, ça reste Winston. Mais je pense aussi qu'avec l'âge, il s'est un petit peu calmé. On sera plus sur des stats à 33 TD, 30 interceptions comme il avait fait avec les Buccaneers. Je pense que ça, c'est révolu. Mais pour le coup, voilà, c'est cool. C'est cool de le voir sur le terrain, effectivement. On était tous, enfin, pour le coup, sur tout ce que je pouvais voir passer sur les réseaux, etc., on était tous étonnés de ne pas le voir sur le terrain, quoi. Qu'il m'ait eu DTR qui était privilégié par rapport à Winston. Donc, bon, à voir. Voilà, en tout cas, vous avez nos noms un peu hipsters de la semaine. On est des romantiques, le genre de mec à voter Rodri numéro 1 au Ballon d'Or. Allez, on va passer au gros dossier. Et écoute, je vais reprendre la parole puisque je vais te parler d'un joueur qui pourrait proposer des prédispositions similaires à celles de Jayden Daniels, mais qui a aspiré le côté négatif de Jameis Winston. Je vais parler du match désastreux, et le mot est léger, d'Anthony Richardson ce week-end, qui, ouais, là c'était très compliqué. Je trouve qu'il a atteint un seuil de désastre assez remarquable. On va commencer de façon très très brute avec la feuille de stats, hein. C'est 10 passes complétées sur 32 tentatives. Donc pour les plus matheux d'entre vous, on est autour des 30%. 175 yards en tout, dont 109 pour le seul Josh Downs avec un big lancé sur le TD qui est inscrit, une interception, un QB rating de 30.3. C'est ultra compliqué parce que pour moi, il coûte le match aux Colts contre les Texans, et coûter le match là à ces Colts qui avaient accroché ces Texans, qui en cas de victoire pouvaient prendre la tête de la division au tiebreaker et se laisser une chance d'être dans la course au playoff. Là, il leur met un coup derrière la tête qui est quand même assez douloureux, surtout quand on sait que Flacco, dans son intérim, euh, avait plutôt bien assuré. Et je crois que vous en avez parlé vendredi dernier avec Alex, et encore une fois, j'étais en parfait désaccord avec lui, puisque il disait ouais, mais les Colts comment dire, ils sont pas contenders, ils vont pas aller jouer pour gagner un Super Bowl, nan, nan, et tout. Et alors peut-être que leur plafond est pas là, mais je trouve quand même qu'on était sur cette fameuse fenêtre où l'effectif il est quand même encore hyper compétent, où autour il y a énormément de noms ultra valuables qui sont encore dans la force de l'âge. Et là, tu es sur une saison que tu vas jeter parce que tu pousses ton expérimentation un peu loin. Alors l'année dernière, il avait joué, je crois, sur 4 morceaux de match avant de se blesser. Il avait fait peut-être, je sais plus, 2 matchs complets et 2 mi-temps, ou 2 matchs complets et une mi-temps en plein. Enfin, on avait vu que des prémices, c'était assez intéressant. On voyait notamment sa mobilité et sa capacité de big play. Du coup, on l'attendait cette année. Début de saison, pareil, il s'est blessé après avoir montré du bon et du moins bon. Et en fait, là, on le laisse enchaîner des matchs et on voit pas de progression. Alors, il est encore hyper jeune, on est que dans sa 2e année. Du coup, dans les pattes, il a une 12aine de matchs, grand maximum. C'est ultra léger. Mais putain, t'as eu un an pour étudier le jeu, t'as eu un an où même si t'étais blessé, t'as vu des plays, t'étais dans le vestiaire, t'échanges avec tes coachs, t'échanges avec le QB. Enfin, ton QI en tant que sportif, ton QI analytique sur le terrain, il doit se développer. Et, et j'ai l'impression qu'on n'y est pas du tout chez lui. J'ai l'impression que c'est hyper compliqué. Qu'en dehors d'un gros tracé vertical d'un receveur qui arrive à se libérer, bah, il a du mal à lâcher la balle. Et c'est ultra dommageable pour son équipe. Donc, il a encore le temps de progresser. Mais quand on voit la tête du prospect que c'était quand il est arrivé, donc je crois qu'on en a déjà parlé, mais très peu de matchs avant d'arriver en NFL, en fait, la solution, ça va être de le faire apprendre petit à petit, de
Ouais, limite, j'aurais préféré le voir derrière un gros QB, apprendre, rentrer dans des matchs en garbage time, qui soit loin devant ou loin derrière, mais là, j'ai l'impression qu'il est pas mis dans les conditions non plus pour réussir, et c'est dommageable autant pour lui que pour les Colts. Ouais, j'en ai déjà parlé du joueur. Je suis pas sûr que c'est un problème de lecture, de QI football ou ce que tu veux. C'est son lancer, c'est sa technique, c'est tout ça en fait. Enfin, à un moment donné, en deuxième mi-temps, il était à 4 sur 16. 4 sur 16 quand t'es quarterback NFL. Alors, les stats de Richardson, elles sont toujours un peu bizarres parce qu'il était à 4 sur 16 et quasiment 100 yards, quoi. Tu dis, attends, il s'est passé quoi? Donc c'est ça, il balance des grosses bombes et il court, quoi. Donc ouais. Bon, après, Steichen a tranché dans le vif, hein. Il y a une trentaine de minutes, Rapoport a tweeté qu'il était benché au profit de Flacco. Donc, bah voilà, je pense que Steichen, il a vu suffisamment, il en a eu marre et puis bah, il va apprendre maintenant. Mais ouais. Steichen, je pense qu'il veut surtout sauver son Ouais. poste, mais je suis pas sûr que la décision soit prise seulement par le niveau sportif, mais je trouve ça intéressant ce que tu dis, parce que du coup, moi, j'ai pas du tout cet œil analytique sur la technique. J'ai pas les outils qui me permettent de dire si ça vient de son lancer ou de son QI foot. S'il y a des spécialistes un peu du scouting qui sont capables de nous dire ce qui irait ou pas dans sa mécanique, ou est-ce que le mec, quand on le voit tourner la tête, en fait il rate deux lectures évidentes et il voit que le mec qui court en profondeur. J'avoue que mon niveau d'analyse du foot américain ne me permet pas de dire où se situe le problème, mais tu vois, pour moi, et je vais peut-être dire une énormité, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais pour moi, quand tu es capable de compléter une passe de 65 yards qui tombe pile poil au bon endroit dans le bon timing, un lancer à 7-8 yards un peu tendu dans la course de ton receveur devrait pas poser problème, tu vois. Donc, même si c'est pas le même type de lancer, je me dis, putain, si ton bras, il arrive quand même à diriger la balle et ton œil arrive à se dire, ok, ben, le gars va être là dans tel timing. Donc, je me dis que sa coordination bras-œil, elle fonctionne quand même. Donc, j'avoue que j'ai du mal à identifier vraiment le problème. Et donc, je mets ça sur le compte du QI football, mais ouais, le problème, il a l'air profond chez lui, quoi. Ouais, après, il y a quelques lancers en profondeur où il lance le ballon et puis après, il va viser une zone en fait. Il va pas viser Ouais. un point précis. Là où sur des fenêtres un peu plus restreintes et sur des lancers plus courts, faut que ce soit une grande précision en fait. Tu peux mettre la vélocité que tu veux, faut que ce soit extrêmement précis. Ce qu'on dit, soit dans les numéros, soit dans les mains du receveur. Quand pour un tracé profond, surtout quand le receveur a brûlé le DB, bon bah tu peux te permettre d'avoir une petite marge de 2, 3, 4 yards. Et le receveur, il va s'ajuster, il va récupérer la balle et puis aller au touchdown. Donc, ouais, j'attends de le voir même sur les ballons en profondeur. J'attends de le voir sur un receveur qui est vraiment bien suivi par le DB et voir ce que ça donne. En l'occurrence, la bombe qu'il avait lancée là dimanche elle était plutôt précise, même si une belle adaptation du receveur parce qu'il doit se retourner. Mais pour le coup, la zone qu'il a trouvée était très bonne. Mais effectivement, c'est bizarre. Mais sa fiche de stats est complètement représentative du joueur, je trouve. Ouais. Hein, franchement. Je viens de trouver une solution qui serait gagnante-gagnante. Oula. Je propose un trade entre Tua et Richardson. Alors oui, les contrats ne matchent pas, mais je rêve du coup de voir Richardson lancer les bombes à Tyreek Hill, qui de toute façon avec sa vitesse va s'adapter sur une zone de 4-5 yards, et d'avoir Tua qui j'arrive à revoir un peu mon jugement tellement il change cette attaque des Dolphins, mais j'ai l'impression que si tu le mets dans un système où il a un peu de temps et où tu le protèges un peu, il arrive quand même à être efficient. J'arriverais presque à être curieux de voir Tua chez les Colts et Richardson chez les Dolphins. Ouais, ça serait encore plus stéréotypé, mais ouais. Voilà. Non, mais ça m'est passé par la tête comme ça. C'est quand t'as parlé de, ouais, il vise une zone, le receveur, il s'adapte. Je me suis dit, non, mais attends, tu donnes ça à Tyreek Hill, le mec, il brûle son DB, allez, c'est parti. Ah bah là, t'es sûr que les défenses, elles vont jouer en cover 4. Et hop, tout le monde recule. Ouais. C'est bon, on a la solution. Là, c'est clair que ce serait compliqué. Et ben justement, les rois des tracés intermédiaires, je vais te laisser la main.
tu as adoré le jour national des Titans. Ouais, quelle belle journée pour les Titans. Alors du coup, se pose la question de pourquoi ils attendent spécifiquement ce jour pour performer. Mais j'ai repris tous les matchs, donc il y a eu 17 touchdowns marqués par des Titans cette semaine. On remerciera beaucoup le match entre les Falcons et les Buccaneers parce que il y a eu 4 touchdowns de Titans. Mais sinon quand même des gros matchs, pour citer quelques noms un peu pêle-mêle, il y a eu Trey McBride, grosse impression, Cal Pitts et Ked Otton, du coup Falcons Buccaneers, George Kittle, évidemment, c'était quasiment la seule menace aux 49ers. Du côté des Packers, Tucker Kraft, gros match. Broncos, il y a eu Trotman, Travis Kelce encore avec les Chiefs, et il adore jouer contre les Raiders. Et puis un degré un tout petit peu moins de Gesicki avec les Bengals, mais en tout cas, voilà, ils ont tous ultra performé, quasiment le meilleur receveur de leur équipe respective. Et ouais, c'est plutôt cool, c'est des gabarits vraiment différents des gros speedsters qu'on peut voir, et eux ils vont plus être dans la A, dans le machin, donc je trouvais ça marrant, je trouvais ça bien de les mettre un petit peu en avant, et du coup je me pose la question de potentiellement faire comment dire, un pick 1 de draft day pour relancer les carrières de certains picks QB pris en 1 à différentes drafts pour lancer leur carrière, tu vois que les certains tight ends se montrent sur ce jour spécifique. Voilà. Je me dis pourquoi pas. Winston à l'époque, tu vois, il a performé dimanche. Voilà. Il y aura d'autres noms, hein, mais je lance une petite idée pour certains QB en mal de performance. Ouais. On va faire le Bryce Young Day pour essayer qu'il soit bon tous les week-ends. Tous les dimanches. Donc voilà. Donc chapeau pour les Titans cette semaine. Et ça a donné une très belle photo entre Travis Kelce et Brock Bowers à la fin du Chiefs Riders. Échange très sympa. Échange de discussion, de maillot aussi, où en plus c'est Kelce qui lui a demandé son maillot. J'ai trouvé ça hyper classe de sa part. Surtout qu'ils étaient en rivaux de division, ils venaient de gagner un match serré. Et le fait que voilà, il lui dire 2-3 petits mots, je trouve que c'est gros signe de reconnaissance. La proposition d'échange de maillot, voilà, j'aurais presque pu parler de cette image en particulier dans mon petit top de la semaine. Mais il y a des trucs entre les joueurs, même des rivaux, parce qu'ils jouent pas dans la même équipe, mais de joueurs de même position. Tu vois, les quarterbacks, ils ont toujours un petit peu ce truc-là d'aller se checker à la fin du match. Ouais, vas-y, continue, ou alors de s'encourager. Les tight ends, c'est un peu la même chose. On rigole du National Tight End Day. C'est Kittle, mais pas que lui, qui a lancé un petit peu cette mouvance-là il y a quelques années. Et ils ont lancé aussi un camp de tight end, de tight end professionnels, hein, qui sont en NFL. Et il y a par exemple, il y a du coup Kelce et Kittle qui sont là aussi pour donner un petit peu leurs bons conseils justement sur les blocs, les tracés et tout ce que tu veux. Donc c'est cool, il y a une vraie entraide entre pros, et je trouve ça vraiment chouette. C'est pas que les tight ends, je sais qu'il y a eu aussi les pass rushers de mémoire qui ont aussi leur propre camp de leur côté. Il y avait eu un camp avec DJ Watt notamment. Donc ouais, mais c'est plutôt en position en elle-même, il y a une vraie cohérence. Il y a peut-être un peu plus de rivalité entre les receveurs, quoique. Mais je trouve que ouais, il y a toujours ce petit truc scindé, ces petites escouades scindées. On vous fera l'année prochaine un reportage en exclusivité sur le camp d'été des longs snaps. Ah bah, il y en a que 32. Hein. Il n'y a pas de remplaçant. Là, tu m'étonnes, c'est tellement spécifique. Allez, on va passer à l'évaluation, les top équipes et flop équipes. Et PA, je vais te rendre la main puisque c'est une équipe que j'ai déjà évoquée. Ouais, du coup j'irai un petit peu vite, c'est les Browns. Pour le coup, on n'attendait pas à ce qu'ils performent comme ça, on s'attendait pas à ce qu'ils remportent le match intra-division contre les Ravens. Alors je suis pas sûr que ça les relance vraiment dans la division et pour une place en playoff. Je pense qu'ils partent d'un petit peu trop loin. Mais c'était bien de voir de la vie au sol, de voir de la vie dans les airs. Et comme j'ai dit, défensivement aussi, de voir que les mecs en voulaient. Alors ça a coûté un petit peu la fin de match à Jeremiah Owusu-Koramoah parce qu'il a décidé d'aller tacler un frigidaire américain lancé à 30 km/h, ce qui est jamais une bonne idée. Donc en l'occurrence, il a essayé de plaquer Derrick Henry et ça l'a sommé sur le champ. Donc il est sorti sur civière, mais bon, apparemment il va bien. Tous les membres fonctionnent, il peut les bouger, donc c'est quand même assez rassurant. Mais ça montre que voilà, il y a des joueurs qui se seraient peut-être un petit peu cachés, qui auraient fait un petit
petit recul en disant c'est bon, vas-y, passe, voilà. Donc lui, il y est allé, ça montre qu'il a envie aussi. C'est un des meilleurs défenseurs des Browns cette année. Donc voilà, il y a de la vie et Stefanski, j'espère qu'il va réussir à partir sur une bonne Mm. dynamique avec cette équipe et avec l'attaque. Ouais, ouais, ils partent de loin, mais c'est clair que de voir les mecs remobilisés, ça fait plaisir. Tu parlais du plaquage sur Derrick Henry, je souriais parce que c'était pas pour me moquer de la blessure du joueur. Je me suis rappelé d'un jeu qu'on avait fait sur l'une des Game Zones où c'était les tu préfères et où fallait voter. Et, euh, et le tu préfères, c'était est-ce que tu préfères avoir à plaquer Derrick Henry lancé ou à bloquer Aaron Donald. Et du coup, en voyant l'image ce week-end, je me suis dit, ah putain, quand même, ça doit être désagréable de se prendre un Derrick Henry lancé, quoi. Faut vraiment être courageux pour se mettre devant. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais. Ouais, après, c'est pas les mêmes zones qui sont touchées, parce que là, alors, pour Jock, Ouais, du coup, oui, il prend un peu la tête, mais sur un plaquage, normalement, c'est un peu l'épaule, donc ouais, t'as moyen ouais. d'être un peu de travers à la fin de ton plaquage. Là où, pour arrêter Aaron Donald, les joueurs de ligne, si vous regardez bien, à chaque fois, ils mettent des coups de casque entre eux pour déstabiliser un petit peu, et puis y aller avec la force. Donc, ouais, c'est pas les mêmes endroits qui sont touchés. Je pense que je choisis ni l'un ni l'autre. Moi, je serais coupeur de citron, je peux tenter long snapper, mais je vais pas bloquer le joueur adverse. Je balance juste ce ballon. J'allais dire, je peux faire punter, mais je suis capable de flipper en voyant les mecs arriver sur moi pour me contrer. T'imagines, tu vois une marée, tu vois un Miles Garrett, genre, qui saute au-dessus de la ligne pour venir te contrer. Je pense que le mec, il snappe le ballon, je vois que Garrett, s'il a anticipé le truc, je pense que je m'enlève. Je le laisse récupérer, je dis désolé les gars, j'ai rien pu Et faire. tu peux même pas récupérer le ballon en courant parce que de toute façon il va plus vite que toi. Donc... Ouais, bah oui. Non, mais ça, c'est un truc de ouf. Mais pour en revenir sur le plaquage, c'est un débat qu'on avait déjà eu, enfin d'ailleurs même pas un débat puisqu'on était d'accord, mais un échange qu'on avait eu avec Doug, qui, pour ceux qui ne le savent pas encore, ouais, qui a joué au rugby à très haut niveau. Les plaquages en NFL, c'est quand même un gros sujet. Hein. Il y a beaucoup de mecs qui se font mal ou qui ratent énormément de plaquages, et j'en parlerai sur ma flop équipe, mais je trouve ça désastreux la façon de plaquer en NFL. Je sais qu'il y a le matos plastron et polyard qui réduisent un peu la mobilité, mais quand même, on voit que les quelques mecs qui font l'effort d'aller aux hanches ou aux jambes arrêtent quand même un peu plus facilement leurs adversaires qu'en essayant de foncer épaule en avant et en fait en se prenant un Derrick Henry dans la face parce qu'ils viennent à moitié en déséquilibre ou carrément à passer au travers du truc parce qu'ils mettent même pas les bras pour arrêter le joueur. Enfin, c'est ridicule. Franchement, je pense vraiment que tu aurais moins de blessures si les techniques de plaquage étaient meilleures. Ouais, tu vois des mecs rentrer la tête en avant, du coup, bah ouais, sortie sur commotion parce que le coup il a clic. Donc Ouais. ouais, mais ça vient de l'école de football et Alex en avait parlé sur un des précédents épisodes de Seul contre tous, je crois, le film avec Will Smith. Pour le coup, en Ouais. anglais, c'est Concussion, donc pour nous, ça va encore plus nous parler. Mais ouais, il montre en fait que tout vient, en tout cas aux États-Unis, de l'école de football et qu'ils n'hésitent pas à dire aux gamins, bah, allez-y la tête en avant, quoi. Donc, Ouais. tant qu'ils n'auront pas changé ça, il y aura toujours des soucis et de soucis là-dessus parce que de toute façon, ils seront amenés de plus en plus à se muscler, un petit peu comme au rugby, hein, au foot américain. Donc, ouais, t'auras des dégâts forcément parce que c'est des zones qu'on peut pas muscler. Le cerveau, on peut pas le muscler. Donc voilà. C'est triste un peu, mais bon, tant qu'il va bien et qu'il peut rejouer le prochain match ou dans 2 matchs, tant mieux. On l'espère pour lui. Mm. En tout cas, ça pourrait t'amener à évoluer puisque dans le soccer, ils ont interdit les têtes chez les enfants de moins de 12 ou 13 ans dans les écoles de foot aux États-Unis. Donc c'est déjà un premier pas parce que pareil, ils avaient eu que bah, les chocs tête contre tête, ça peut arriver aussi au soccer sans casque. Et même en fait les impacts avec le ballon à répétition, enfin un ballon de foot parfois c'est lourd quoi. Donc venir mettre un gros coup de tête dedans, c'est peut-être pas ce qui est le mieux. Donc voilà, il y a des petits pas à faire, mais ouais, on espère que ça va s'améliorer là-dessus parce que bah ouais, si on pouvait trouver un moyen de réduire les blessures, le spectacle n'en serait que meilleur. Ma top équipe, les Packers. D'habitude, je suis partisan de prendre une équipe qui a un peu dépassé ce qu'on attendait d'elle.
Mais là, j'ai voulu récompenser les Packers cette semaine puisqu'ils ont gagné un match qui ressemblait à un match un peu piège. Ils jouaient des Jags qui commençaient à trouver un petit semblant de rythme, même si tout n'est pas parfait. Ils ont quelques bobos à droite à gauche. Ils ont Jordan Love qui est sorti un peu pendant le match aussi, qui est incertain pour la semaine prochaine. Donc, il y avait moyen de bien se mettre dans un bourbier. Et finalement, ils sont allés arracher la victoire avec un Josh Jacobs étincelant. J'avais dit une fois qu'il allait se mettre à mettre des touchdowns, théorème de la bouteille de ketchup, là au sol, 25 portées, 127 yards, 2 TD. Le mec, ça y est, il commence à aligner. Une défense qui, même si elle a pris 27 points, bah, je trouve qu'il y a des choses qui commencent à se mettre en place. J'aimais déjà beaucoup ce que faisait le backfield. Je pense qu'ils peuvent un peu s'améliorer dans le front seven pour mettre la pression. Mais honnêtement, c'est quand même une équipe qui tourne bien. Et surtout, je voulais en parler parce que ils profitent, eux, du faux pas que les Vikings ont fait contre les Rams, et je voulais vraiment mettre ce contraste. C'est ce genre de match, en fait, qui, au moment de se qualifier pour les playoffs, avec des Lions qui auront probablement la victoire de la div, bah, ce genre de match piège qu'il faut gagner risque de peser comptablement à la fin de la saison. Et ils sont doublement gagnants, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, les Bears, qui avaient aussi un bon bilan, ont perdu contre les Commanders. Donc voilà, ils se sont évités le match piège, ils ont vu qu'ils avaient des solutions alternatives quand Jordan Love était touché, et ils s'en sortent magnifiquement bien. Je commence à penser que s'ils évitent les blessures en fin de saison, ces Packers ne seront pas du tout bons à prendre en playoff. Voilà. Du coup, désolé les fans des Packers, je viens de vous jinxer. Vous allez sortir minablement au premier tour contre une équipe moins forte que vous. Mais non, je sais pas. Voilà, je commence à sentir un truc pas mal autour de ces Packers. J'ai l'impression qu'ils peuvent émerger derrière les Lions comme équipe bien chiante à aller chercher. Bah, clairement, on l'avait vu l'année dernière, notamment en fin de saison. Et puis ils étaient repartis sur la même dynamique cette année. Donc ouais, ils vont être galères à jouer. Offensivement, ça fonctionne bien. Défensivement aussi, avec encore une interception. Donc ouais, ils vont être relous. Ouais. Je sais pas contre qui ils peuvent tomber. Ça sera s'ils finissent pas première division, ça sera contre un autre première division d'une autre division. Donc voilà, je pense pas qu'ils seront très contents. Ouais, typiquement, je sais pas, t'es les Falcons, t'as réussi à gagner ta division, tu te mets enfin les trucs en place, tu prends ces Packers-là qui commencent déjà à avoir de l'expérience et tout. Un premier tour de playoff Falcons-Packers, bah ouais, t'es les Falcons, tu te dis putain, quand même, on aurait pu tomber sur un peu mieux que ça. J'avais eux en tête, mais au final, si je prends toutes les autres divisions, quand tu prends la NFC West, vu les dynamiques, je vois pas trop. Allez, si les Rams arrivent à remonter, on peut quand même penser que les Niners vont réussir à revenir. Ils seront pas très contents de prendre les Packers non plus. La NFC Est, bon, que ce soit les Oui, Commanders, en fait, ouais, personne. c'est ça, que ce soit les Commanders ou les Eagles. Je pense que la narrative est un peu la même avec les Commanders d'ailleurs. Mais c'est les Eagles, bon, ils ont peut-être pas très envie de tomber contre les Packers. Donc ouais, ça va être une équipe un peu relou à jouer. Je suis assez d'accord. On est presque en train de dire que le participant du Super Bowl viendra forcément de NFC Nord. On sait pas encore à quelle équipe, mais que ça risque de venir de chez eux. J'avais dit les Lions en début de saison, donc Ouais. on espère. J'espère pour eux que je vais tomber juste. Allez, on va passer sur les flops équipes. Et toi, PA, tu as été très spécifique. Je vais te donner la main parce que je suis très curieux de savoir ce que tu as à dire. Ouais, j'avais pas d'équipe en fait sur lequel il y avait un vrai flop. Il y a eu beaucoup de victoires attendues et des défaites attendues aussi. Alors après, il y a eu plus ou moins des gros scores. Ouais. D'équipes dont on a déjà parlé, donc je voulais être un petit peu original aussi. Et pour le coup, moi, je vais parler des équipes spéciales des Tennessee Titans. C'était d'un ridicule, c'était horrible pour eux à voir. Mais Enfin, attends, sincèrement, vas-y. moi j'ai une question, c'est pourquoi tu ne mets que équipe spéciale? Bah, T'avais le droit de mettre les Titans entièrement. non, parce que pour le coup, le début de match était serré. Ils arrivaient à avancer offensivement. Rudolph faisait des bonnes choses qu'on peut connaître de Rudolph, et il y avait quand même 14 partout, tu vois. C'est quand on voit le score final, on se dit, ah ouais, non branlé. Ouais, enfin, il y a eu 14 partout quand même au premier quart. Et sur les équipes spéciales, je suis désolé, il y a eu 2 fois des énormes retours. Bah, fallait bien qu'à la troisième,
comment dire, ça finisse en touchdown, quoi. Donc, j'ai appris un petit peu sur les retours de punt. Calif Raymond, il a fait 5 retours pour 209 yards. Mais à quel moment en NFL t'arrives à mettre 209 yards? Ça donne une moyenne de 42 yards avec un TD de son côté. Et sur un kick return, Khalil Dorsey, il a fait un retour pour 72 yards. Donc, comment tu veux remporter un match de football américain en prenant autant sur les équipes spéciales? Pour moi, c'était trop compliqué. Et quand tu regardes un petit peu les stats de Jared Goff à la passe, il fait moins de 90 yards à la passe ce week-end. Donc, pour moi, les special teams ont eu leur importance parce que ça a mis en grosse difficulté la défense des Titans qui avait fait un très bon début d'année, je trouve. C'était l'attaque qui performait pas. Donc voilà, dommage pour eux, ils s'en prennent 50, mais pour le coup, les Lions, quand ils commençaient leur drive, étaient régulièrement quand même dans les 30-40 yards des Titans. Donc oui, ça facilite un petit peu aussi la tâche pour mettre autant de touchdowns et autant de points. Vas-y, reprends. Après, du coup, j'ai fait un monologue, donc je pense qu'on peut continuer. Ok. Comment dire, l'enregistrement ne s'est pas interrompu de ton côté? Non. Ouais, on vous donne les coulisses. Hein. On a eu un énorme freeze. Vous allez peut-être avoir une tête un peu particulière de mon côté et un PA qui parle tout seul avec moi, qui ne réagit absolument pas. Mais ce sont les aléas du direct. Et en ce moment, je pousse un peu le vice à partager les coulisses. On a quand même des sacrés problèmes avec Internet. Entre Anto, qui n'a plus Internet depuis 10 jours, et qui va faire un live en partage de connexion, et visiblement, toi qui as une connexion aussi incertaine que la mienne, je pense que ça va être assez folklorique. Du coup, je vais enchaîner avec ma flop équipe et j'irai réécouter ce que tu as dit sur les Titans qui était probablement très très intéressant. Alors, ma flop équipe, les Cowboys, j'étais obligé de les mettre là. Y a pas mal d'équipes qui auraient pu mériter d'être flop cette semaine. Genre les Giants qui ont un peu throw leur fin de match, les Bears, mais on a plutôt parlé du côté Commanders, ou les Seahawks qui n'ont pas du tout survécu dans leur match. Mais en fait, là, les Cowboys, où est-ce qu'ils vont? On n'entend absolument pas parler d'eux, et pourtant, la saison, je la trouve désastreuse. Alors, le bilan, il est de 3-4, hein, ils sont pas encore enterrés. T'es pas à l'abri d'un rush, mais je trouve qu'il y a absolument rien qui va dans cette équipe. Je me suis fait le résumé, j'ai essayé de regarder des éléments avec un peu d'attention. T'as quand même un quarterback dont, vous le savez, moi je ne suis pas fan, mais qui normalement lance à peu près bien le ballon. Là, heureusement qu'il a CeeDee Lamb, parce que sinon c'est quand même très très compliqué pour lui de faire avancer la balle. Pourtant, autour de ça, il a Jalen Tolbert qui pour moi est un bon receveur 2. Il a Jake Ferguson qui est un bon Titan 1. Je trouve pas qu'il a une ligne désastreuse, c'est pas la meilleure de la ligue, mais j'ai vu pas mal de plays où il avait un peu de temps pour lancer. J'ai vu une ligne capable d'ouvrir quelques brèches pour des coureurs qui étaient de toute première main en 2014, mais qui, en 2024, c'est un peu compliqué. Parce que voilà, on parle quand même d'une équipe là qui a un duo en ce moment, Zeke Elliott, Dalvin Cook. Il y a une époque, si vous jouez en fantasy, tout ça c'était des first round picks. Hein. C'était les mecs incontournables. T'avais envie de les avoir dans ton équipe parce qu'ils faisaient 23 portées pour 110 yards tous les week-ends. Là maintenant, ils ont un peu de mal à avancer. Et en fait, même la défense, là tu prends 30 points. Alors, tu prends surtout une avalanche dans le troisième quart, mais tu joues une équipe avec un Debo un peu diminué, qui a pas Ayuk, qui a des petites absences à droite à gauche, qui du coup s'appuie vachement sur Kittle et des jeunes receveurs. Et en fait, t'es incapable d'arrêter ça. Même Mason était touché, c'est Garando qui a beaucoup porté le ballon. On sait que dans le système Shanahan, les mecs arrivent toujours à avancer, mais genre là quand même,
c'était assez incroyable de voir ça. Ça rentrait comme dans du beurre, donc il n'y a rien qui va du côté de l'attaque, rien qui va du côté de la défense. Heureusement, ils ont un kicker brillant, mais ça fait pas gagner des matchs. Je suis un peu désespéré parce que je trouve que dans cette franchise, il y a pas mal de bons joueurs, mais je vois pas de direction. Je pense que leur fenêtre, ils l'ont raté. Je pense que sur les 3 dernières années, ils, ils étaient bien plus proches que ce qu'ils vont être là dans les 2-3 ans à venir de pouvoir être un vrai contender. Et je pense qu'au bout d'un moment, même tes gros talents, tu vas les frustrer, quoi. Je vois pas un Micah Parsons se dire, bah, je vais pas dans une équipe qui va me permettre de gagner une bague. Au bout d'un moment, il va vouloir bouger. Du coup, ça va être désastreux. Ouais. Et même l'après Dak Prescott, là, ils l'ont prolongé. Moi, je leur ai dit, vous savez que c'est pas un joueur que je porte particulièrement dans mon cœur. Je pense que c'était pas du tout le move à faire. Voilà. Je reste vachement sur ma faim avec les Cowboys. Ouais, leur saison était un petit peu attendue quand même, je trouve, parce qu'ils avaient perdu des joueurs sans trop se renforcer, parce qu'ils n'avaient pas un cap space énorme. Du coup, se pose la question de où part l'argent, parce qu'ils ont quand même encore pas mal de joueurs sous contrat rookie, donc c'est un petit peu étonnant. Euh, je te rejoins plus ou moins sur la ligne offensive, c'est-à-dire que elle va être bien sur le pass pro, mais c'est vrai que pour ouvrir des brèches, c'est quand même extrêmement compliqué, hein. Enfin, tu regardes tous les matchs, ça dépasse rarement les 50-60 yards. En NFL moderne, 60 yards au sol, ouais, c'est difficile. Donc, du coup, il y a quand même beaucoup, beaucoup de pression sur les épaules de Prescott. Il a encore lancé 38 fois le ballon. Je trouve que sa première interception est bien vilaine. La deuxième, le corner, il va quand même bien, bien la chercher, quoi. Ouais. C'est une très, très belle action du corner. Elle est un tout petit peu sous-dosée, ça, je peux le reconnaître. Mais voilà, le corner, il se retourne au bon moment, il catch le ballon. Ouais, bien joué de son côté. C'est bizarre parce qu'en fait, elle est régulière dans la saison, elle est même irrégulière pendant les matchs. Quand ils se prennent un 21-0 dans le troisième quart, tu dis bon, bah, le match est terminé. Et puis au final, ils mettent un 14-3 dans le quatrième quart. Enfin, tu sais pas trop ce qui se passe. Et des fois, la lumière s'éteint, la lumière se rallume, on sait pas trop. Euh, pour le coup, quand tu vois défensivement ce que ça donne du côté des Commanders maintenant, bah, tu te dis peut-être que Dan Quinn, il était quand même très très bon l'année dernière avec le matos qu'il avait, même s'ils ont perdu quand même quelques joueurs à la free agency, et que Mike Zimmer, bah, c'est un niveau un petit peu moins élevé que ce que proposait Dan Quinn, donc ça aide pas non plus l'équipe, quoi. Après, c'est contre les Niners, bon, on l'a dit aussi, hein, il y a quelques absents, mais bon, on connaît les schémas de jeu, on connaît tout ça, et Purdy, j'ai trouvé, a fait une mauvaise première mi-temps. Par contre, en deuxième mi-temps, ouais, il était présent. Il a lancé des bons ballons au bon mec au bon moment. Le timing était retrouvé. Donc voilà, jamais évident de tomber contre cette équipe-là aussi, défensivement. Mais, euh, mais ouais, pour le coup, on avait dit en début de saison que ça allait être une saison galère, une semi-reconstruction. On n'avait pas vu venir le fait qu'il serait troisième de division derrière les Commanders non plus, quoi. Donc, ce qui est étonnant, c'est qu'on n'entend pas trop Jerry Jones non plus l'ouvrir. Ça, c'est ce qui m'étonne un petit peu quand même. Peut-être que lui aussi a assumé ce côté mi-reconstruction. Mais ouais, ouais, je pense qu'on aura une équipe comme ça qui va finir aller en 9-8, 8-9, quoi, limite à l'équilibre. Je vois pas plus pour les Cowboys cette année, de mon côté, ouais. Ouais, et puis tu l'as dit, hein, financièrement c'est compliqué, du coup ils sont dans aucune rumeur de transfert pour se renforcer, tu te dis pas que ça va tenter un rush. Tu disais où est l'argent? Bah ouais, bah il est chez ton quarterback et chez ton top receveur, mais Ouais, mais regarde, ouais, moi les Bengals, ils ont aussi, non, ils ont pas encore payé Chase. ouais, Si mais tu prends Kansas City, Mahomes et Kelsey, il est payé une blinde. Et ils ont quand même des joueurs autour. Et pour le coup, l'OL est aussi très très bien payé du côté oui, oui. des Chiefs. Après, eux, ils ont beaucoup de rookies aussi en défense. Quand il va falloir les payer, je pense que ça va être galère et que voilà, ils vont en perdre aussi. Peut-être que la fenêtre des Chiefs ici, enfin, en tout cas, l'équipe des Chiefs ici en 2 ans ressemblera peut-être aux Cowboys si ça drafte mal sur les 2 prochaines années, par exemple. Mais effectivement, ouais, ça se pose vraiment cette question-là, ou par l'argent, parce que pour le coup, le contrat de Prescott, il est pas si indécent que ça, je trouve. C'est 50 ou 60 millions. Ah, mais en plus, moi, le problème, c'est pas tant que tu lui donnes ce contrat, c'est que là, les comparaisons que tu as pu faire, c'est Bengals, ils ont joué en Super Bowl, Ouais. les Chiefs, ils ont des titres, Ouais.
Là, t'as payé un mec, je rappelle, je refais mon argumentaire de pourquoi il n'était pas dans mon top des QB, hein. Mais à quel moment Prescott t'a prouvé qu'il pouvait gagner? Moi, c'est vraiment cette gestion de pisse froid, de donner de l'oseille à un QB parce que ah ouais, mais tu sais, c'est dur de trouver un QB titulaire en NFL, t'es pas sûr de ce que t'auras. Au bout d'un moment, faut le dire, hein, si tu joues pas pour gagner, donne des 50-60 millions à des Prescott, à des Tua, à des Trevor Lawrence, enfin, donne des énormes sommes d'argent à des mecs qui n'ont pas encore prouvé. Et encore, je préfère que tu les donnes à un jeune où tu te dis, vas-y, il m'a montré un morceau de truc, peut-être qu'il va passer un step. Mais là, tu les donnes à Prescott qui a 30 piges. Donc, tu les donnes même pas à un gars où tu te dis, peut-être il y a encore une marge de progression. Il a déjà eu des équipes top autour de lui, il a rien fait. Donc, vraiment, encore une fois, je critique la stratégie globale des Cowboys. Je comprends pas comment tu peux aller là-dedans. Après, au moins, tu fais parler de toi. Après, peut-être qu'en NFL, d'ailleurs, peut-être que dans les sports américains, avec ce système où t'as pas de montée-descente, finalement, t'en as rien à foutre de gagner ou pas. Tu sais que ta franchise, elle prend de la valeur d'année en année. Voilà, de temps en temps, je me pose la question. Je suis en train de regarder le cap space et toute la manne d'argent. Ils ont 23 millions en dead money cette année. Dont 6 millions pour Ezekiel Elliott. Oh là là. Qui est drôle. T'as de la dead money avec un joueur chez toi qui avance même plus. Non mais. Tu regardes, ouais, il y a Demarcus Lawrence qui est en injured reserve, qui coûte 20 millions, Brandon Cooks 10 millions. Ouais, t'as 37 millions en fait en injured reserve et 23 millions en dead money, quoi. Tu vois, ça te paye le salaire de Prescott. Non mais Brandon Cooks, je sais pas à quel point il y avait des portes de sortie à l'intersaison, mais t'as un Tolbert qui montait en régime. T'as pris Kavontae Turpin qui est utilisé que sur l'équipe spéciale, mais qui pouvait peut-être être un numéro 3, et potentiellement pendant la draft, rien ne t'interdisait d'aller chercher un mec pour faire des économies. Tu gardes Brandon Cooks, pourquoi en fait? Genre, ouais, c'est un super joueur, moi j'adore Brandon Cooks, mais est-ce que quand tu réfléchis, et encore une fois, je réfléchis pas qu'en termes sportifs, mais en termes management d'entreprise, est-ce que la valeur apportée par Brandon Cooks mérite cette place dans le salary cap? Pour moi, la réponse, c'est un non net et sans bavure. Tu mets dehors, point. Enfin, je comprends pas certains GM. Sûrement que je me fourvoie sur une grande part de leur taf, hein. Mais on parle de mecs qui doivent être quand même très très bien payés pour faire ce qu'ils font. Non, mais il y a des gars, tu fais la même chose dans une grande entreprise du privé, tu as le même niveau de prise de décision, tu es viré. Et vraiment, moi, ça m'hallucine. Et je trouve que chez les Cowboys, ça travaille très mal. Voilà. Je suis un peu abattu. Et j'ai bien tapé sur les Cowboys parce que j'ai pas pu entendre ton monologue sur les Titans. Allez, on va faire le compte-rendu de la semaine, rapidement le score des différents matchs et les infos importantes, parce que là, des infos, il y en a plusieurs qui sont tombées. On va reprendre au match le Thursday Night Football, donc, qui avait eu lieu dans la nuit de jeudi dernier à vendredi dernier, et où les Rams ont battu les Vikings 30-20. Donc on l'a dit, c'était le match un peu piège pour les Vikings, ils sont tombés dedans. Duel entre les Bengals et les Eagles, victoire 37-17 pour les Eagles. Très très déçu des Bengals. Le match aurait pu tourner autrement, mais visiblement cette année la pièce n'a pas envie de tomber de leur côté. Browns Ravens, on en a déjà parlé. Lions Titans, on en a déjà parlé. Les Cards ont battu les Dolphins 28-27, ce qui permet aux Cards de prendre la tête de la division en 4-4. À égalité de bilan avec les Niners et les Seahawks et des Rams en 3-4, ça va être intéressant jusqu'au bout. Avec un bon match de Marvin Harrison, la connexion s'est enfin retrouvée avec Kyler Murray. C'est un peu comme chez PA, quand ça fonctionne bien, ça fonctionne très bien. Mais tu sais qu'il y a 2 semaines, j'avais dit que c'était un peu ma flop équipe parce que je voyais pas d'amélioration. Bon, 2 semaines après, 2 victoires. N'hésitez pas, je vais donner mon PayPal, hein, si vous voulez que je déjinx votre équipe. N'hésitez pas, vraiment, c'est avec beaucoup de bonheur que je le fais. Ouais, tu sais que c'est un peu compliqué parce que moi je suis là pour les rejinxer, donc ça risque de coûter beaucoup d'argent à ceux qui suivent leur équipe. C'est pour ça que j'ai coupé ton réseau.
On a des Patriots qui ont battu les Jets 25-22. J'en dis pas plus parce qu'on aura le temps de reparler des Jets en fin d'épisode. Les Falcons ont battu les Bucks 31-26 dans un duel de division et les Falcons s'accrochent bien à la tête de cette div. Packers Jaguars, on en a déjà parlé. Victoire des Texans contre les Colts, on en a déjà parlé aussi. Les Chargers ont éteint le peu qui restait des Saints 26-8. Sachant que dans ces 8 points, il y a un safety. Donc autant vous dire que c'est pas un TD converti à 2 points. Non. D'ailleurs, je fais un coucou à mes fans des Saints et notamment Elio et John qui je sais, subissent une saison compliquée après les promesses qu'on avait vues sur les 2 premiers matchs. Ça doit être assez déprimant de suivre les Saints. Les Bills ont totalement détruit les Seahawks 31-10 et franchement, il y a eu une sensation de supériorité côté Bills. C'était assez impressionnant. Les Broncos ont gagné 28-14 contre le cadavre des Panthers. Les Chiefs ont évité le match piège. Victoire 27-20 contre les Riders dans un match de div. Jamais simple ces matchs, d'habitude ils en lâchent toujours un petit par saison. Là pour l'instant ils tiennent, ils sont en 7-0. On verra si les Broncos viennent leur chercher un match, je suis pas sûr du tout. Les Commanders ont battu les Bears, on l'a dit, sur une action incroyable de Jayden Daniels. Les Niners ont battu les Cowboys. Et enfin, dans le match de la nuit dernière, les Steelers ont battu les Giants 26-18. Et honnêtement, grosse déception côté Giants, ils avaient moyen de gagner le match, quoi. Gagner ou... Ouais, je sais pas, mais... ouais. Au moins d'aller en prolongation et de tenter un petit quelque chose, enfin... Ils ont un peu donné le match. Dans les autres infos qui sont tombées donc entre la fin des matchs et le moment où l'on tourne, 2 gros éléments. Stephen Diggs, on le craignait sur les images en direct et c'est avéré, ce sont les ligaments croisés. Fin de saison pour Diggs. Après la grosse blessure de Collins, ça commence à peser côté Texans. Hein. Ouais, et en plus Diggs, il était en fin de contrat cette année, donc à voir ce que ça va donner. Même situation que Godwin la semaine dernière, quoi. Des joueurs, quoi, Diggs un petit peu plus vieux quand même, mais des joueurs blessés sur la dernière année de contrat. À voir ce qui va leur être proposé financièrement pour l'année prochaine, mais bon rétablissement à lui, quoi. Ouais, c'est toujours compliqué. On l'a évoqué un peu plus tôt aussi, mais Anthony Richardson ne sera pas le starter du prochain match, donc on le rappelle. Les Colts ont décidé de remettre Joe Flacco pour relancer la machine. Hein. Ils peuvent toujours aller chercher la div, même si là ils se sont tirés une balle dans le pied, ils sont toujours en course. Ils vont essayer de remettre ça en place directement. Et enfin, la valse des receveurs n'est pas terminée. Diontae Johnson, on l'avait compris, était sur le marché après avoir été benché par les Panthers le week-end dernier. Globalement, il avait été annoncé out, mais tout le monde savait que c'était parce que il allait sûrement être tradé, il voulait pas qu'il se blesse. C'est chose faite, il débarque à Baltimore, chez les Ravens, après avoir joué aux Steelers, plutôt intéressant. Ça va faire un sacré duo avec Zay Flowers. On sent que les Ravens, là, ont envie de profiter d'une vraie fenêtre de tir. Ouais, il y a eu quelques drops bien fâcheux de Rashad Bateman. Je pense que là, Ouais. le coach, Harbaugh, il en a eu un petit peu marre. Il a dit, allez, vas-y, donne-moi un vrai receveur pour voir. Donc, Johnson, sur ce qu'il avait prouvé aux Steelers, c'est un très bon receveur. Donc, il s'arme bien. Il s'arme bien en plus pour une compensation qui est, je trouve, extrêmement faible parce que c'est juste un swipe plus le joueur, mais un swap de tour de draft. Les Panthers reçoivent un 5e tour de draft des Ravens et les Ravens reçoivent un 6e tour de draft des Panthers. Donc voilà, c'est cadeau. C'est un équivalent de 2 tours parce que les Panthers seront très haut à la draft quand les Ravens seront très bas. Donc ça fait un équivalent quasiment de 2 tours. Plein. Mais ouais, ça fait 70 places, grosso modo, de perdu. Mais bon, quand t'es 5e, 6e tour, c'est peut-être moins impactant qu'entre 2e, 3e tour, par exemple, pour un joueur quand même. Alors, qui est en fin de contrat, pareil, lui, à la fin de la saison. Mais je pense que sur les 8 derniers matchs et les playoffs, 9 derniers matchs et les playoffs, voilà, s'il arrive à bien s'intégrer, ça peut être une vraie plus-value pour l'attaque des Ravens, clairement. Ouais, puis côté Ravens, t'as pas trop le choix entre guillemets, ta fenêtre pour moi elle est encore de 2 ans
parce que tu vas avoir des joueurs défensifs qui vont vieillir sur la O-line aussi. Derrick Henry qui a l'air d'être l'arme fatale qu'il fallait à cette équipe, qu'on attendait quasiment autant que CMC chez les Niners. Hein. Pour moi, c'est vraiment le même genre de move où tu te disais, c'était le joueur dans l'équipe, quoi. T'auras toujours Lamar, tu vois, mais au bout d'un moment, là, t'as quand même des lignes qui sont relativement solides. J'avoue que je m'attendais pas à ce qu'ils trade pour un receveur. Je pensais qu'ils allaient aller surtout chercher dans le front seven parce que j'ai lu énormément de commentaires de fans des Ravens qui se plaignent du manque de pression sur les QB adverses. Ça s'est vu ce week-end. Jameis Winston, il était dans un fauteuil, il les a découpés. Mais un Deontay Johnson, ça peut pas faire de mal, surtout pour le prix. Donc voilà. Prochain move pour moi, quand même, aller chercher un linebacker. Ouais, après, ils sont peut-être là dans une optique de dire pour gagner un match, il faut qu'on mette plus de points que l'adversaire. Alors que les années Ouais. précédentes, l'identité des Ravens, et même depuis de nombreuses années, c'était la défense. J'ai l'impression que là, ils sentent qu'ils ont perdu un petit peu le mojo. Notamment, moi, je trouve, sur le backfield. Nate Wiggins, il était blessé cette semaine, mais il a du mal à s'intégrer. Je trouve qu'il n'est pas très très bon sur le terrain. Humphrey était blessé également. Donc ouais, ça aide pas non plus. Mais je te rejoins, il faut mettre de la pression de toute façon sur un quarterback, sinon tu te fais ouvrir, peu importe le QB. Sauf Richardson. Ouais. Au lieu, tu mets pas de pression, tu fais reculer les mecs. En fait, tu joues comme pour une Hail Mary, tu mets tout le monde derrière et Richardson, il fait « putain, je sais pas quoi faire. » Moi, je balance quand même, je m'en fous. Tu vas avoir des matchs avec Mo Cox. 13 réceptions sur 18 targets parce qu'il est capable d'en mettre 5 à côté même s'il n'y a pas de pression. Il va te faire 13 réceptions pour 28 yards. Il y aura juste un mec pour le plaquer. Oh, le méchant avec Richardson, et putain, qu'est-ce qu'il a déçu. On a fait le tour du compte-rendu. On a donné les scores, les infos importantes. On se dirige déjà vers la semaine 9, qui est la semaine pivot. Hein. Après cette semaine 9, on sera au milieu de la saison régulière. Ce sera déjà la mi-temps de cette saison. Et on commence par le match de tous les dangers, les Texans en 6-2. Et on l'a dit avec les circonstances qu'on connaît, blessure de Diggs, Collins qui n'est pas de retour, qui se déplace chez les Jets en 2-6. Et je vais prendre la main sur ce match parce que pour moi, c'est un peu la dernière balle qui reste dans le charger des Jets. Alors je sais, il y en a qui vont me dire non mais t'es fou, ils sont en 2-6, on voit rien, la saison elle est déjà morte. Allez voir le calendrier. Si tu gagnes celui-ci, il y a un enchaînement de matchs qui fait que tu peux te remettre la tête à l'endroit. Typiquement, tu peux n'en lâcher que 2 jusqu'à la fin de la saison si les planètes commencent à s'aligner. Mais ouais, c'est vraiment dernière balle dans le chargeur. Il faut pas rater ta cible parce que là, si tu perds celui-ci, globalement, franchement, shut down tes bons joueurs et rendez-vous l'année prochaine. Quoi. Il y aurait aucun intérêt à faire autre chose. Faut gagner celui-ci. Et je trouve que la fenêtre, elle est pas très très grande. Mais il faut la prendre maintenant, puisque les Texans sont pas vraiment dans le meilleur mood avec cette grosse blessure. Il y a moyen de ralentir leur attaque. Toi, PH, je te sens un peu plus perplexe sur cette petite ouverture pour les Jets. Ah bah là, c'est plus qu'un trou de... Enfin, c'est moins qu'un trou de souris pour le coup. C'est compliqué. Hein. Pour avoir vu le match en direct dimanche, c'est dur. C'est dur. Défensivement, ça arrive pas du tout à mettre la pression, sauf par Quinnen Williams. Oui. Mais le reste, c'est quand même assez faible. Gardner, cette année, il fait une saison médiocre au mieux. Voilà, le match était serré et pour le coup, il fallait une bonne défense pour arrêter l'attaque des Patriots sur le dernier drive. Ils n'ont pas réussi à le faire. En attaque, ça bafouille beaucoup quand même, quoi. Il y a eu Wilson qui a fait un très très bon match, mais c'était un petit peu tout. Rodgers, j'ai l'impression qu'il traîne quand même une sale blessure parce qu'il est plus du tout mobile dans la poche. Et d'ailleurs, il y a quelques joueurs des Patriots qui l'ont dit après le match, en disant qu'ils ont profité de ce qu'ils avaient vu sur les vidéos des matchs précédents, qui bougeaient plus du tout, et ça s'est vu pendant le match. Ils mettaient la pression sur les côtés. Donc après, de toute façon, Rodgers, il devait rester que dans sa poche.
le jeu de course, je trouve, est pas très très bien utilisé sur les dernières actions à la fin du match. Enfin voilà, je trouve que le personnel mis sur le terrain était pas très bon, donc le coaching staff encore à revoir de leur côté. Et de toute façon, ils feront avec eux jusqu'à la fin de la saison. Mm. D'un autre côté, pour les Texans, ils sont en 6-2, mais ils font pas une belle impression cette année, je trouve. Ils gagnent vraiment des matchs au raccro. Enfin, ça s'est encore vu contre les Colts là. Il y avait eu un autre match contre déjà les Colts, le premier, je crois, où ça avait été extrêmement tendu. Donc, je sais pas, contre les Jaguars, pardon. J'ai du mal à les voir aller loin cette saison. Et c'est vrai qu'avec la blessure de Stephon Diggs, Collins, il est encore un petit peu blessé. Ouais, ça peut tourner au vinaigre de leur côté, quoi. C'est pour le coup les Colts. Dommage pour eux de ne pas avoir remporté ce match-là, parce que la dynamique, elle a vraiment pu tourner en leur faveur. Donc à voir. Ouais, je mettrais quand même une grosse pièce pour les Texans contre les Jets parce que j'ai vraiment l'impression que les Jets là sont totalement démobilisés après la défaite contre les Patriots qui n'auraient jamais dû perdre. Et pour le coup, ils ont un énorme point faible cette année, c'est leur kicker, Zierlein, qui rate encore beaucoup de field goal et d'extra point, et c'est en partie pour ça qu'ils n'ont pas remporté le match contre les Patriots dimanche. Il leur a coûté grosso modo 3 matchs sur la saison. Donc si tu fais le calcul, alors après, c'est des comptes aussi un peu d'apothicaire. Si finalement ils étaient devant en score, l'équipe adverse aurait joué différemment, mais si tu prends juste les chiffres bruts comme ça, bah ouais, il y a 3 matchs qu'ils auraient dû remporter. Donc le 2-6, il se transforme tout de suite assez rapidement et t'as pas le même discours sur la saison des Jets, quoi. Donc à voir sur ce match-là, mais ouais, t'as vraiment l'impression qu'ils sont quand même assez démobilisés et que le coaching staff ne sait pas quoi faire en fait concrètement quand ils sont sur le bord du terrain. Donc un peu bizarre les Texans, qu'il faut qu'ils en profitent encore jeudi sur ce match. Mm. Écoute, moi je vais quand même mettre une pièce sur les Jets, mais un peu sur l'énergie du désespoir. Je pense qu'il y a des mecs qui doivent se responsabiliser. Là, t'es Sauce Garner, tu sais que t'es mauvais depuis le début de la saison. Tank Dell, il doit pas voir le jour dans le prochain match, sachant que ça va être lui la menace numéro 1. Tu dois te faire une mission de l'étouffer. T'es le front seven, t'arrives pas à mettre de pression. Là, tu dois pas laisser Joe Mixon te poser 150 yards alors qu'il n'y a pas de menace profonde. Ouais, mais c'est ça le souci. Enfin, C'est que contre le jeu de course, ils sont pas très bons les Jets. Et quand tu vois bah ouais, Mixon, ouais. sa saison, ça va jouer au sol. Pour moi, ça va être beaucoup de responsabilisation individuelle. T'as parlé du coaching staff, encore une fois, je vais même remonter un peu plus haut chez le GM. T'as un quarterback que t'as fait venir, avec qui tu t'es stuck pour 2 ans pour tenter un push. Il est blessé, il sous-performe un peu quand même. Mais c'est quoi cette O-line? Tu veux pas faire un move pour rajouter 1 ou 2 gars qui lui laissent une demi-seconde de plus? Enfin, alors après, je vais pas le dédouaner, hein, très clairement. Là, les mecs des Jets, pas un pour rattraper l'autre, tu dois pas perdre ce match contre les Pats. Et c'est pas pour faire offense aux Pats, hein, mais normalement, le niveau de talent, il est quand même en dessous. Mais ouais, j'ai l'impression que ça va passer par une révolte individuelle, mais qu'en même temps, si l'étincelle prend, bah, potentiellement, t'as quand même un niveau de talent qui fait que quand tu entres dans un match, tu dois pas faire de complexe face à beaucoup d'équipes, quoi. On parle quand même d'une équipe où ton corps de receveur, t'as Garrett Wilson, Davante Adams et ton receveur 3 est Allen Lazard. T'as un quarterback qui a quand même un bras précis. Alors, s'il est vraiment blessé, là, ça va être un autre sujet, mais donne-lui au moins un peu de temps pour compléter ses passes. T'as un des meilleurs jeux de running back au sol que tu peux pas exploiter parce que ta O-line est nulle. Et ouais, il y a des talents dans le front seven. Ils ont enfin lancé la saison d'Hassan Reddick. On espère qu'il va pouvoir impacter, mais il y a 3-4 noms qui sont quand même hyper intéressants. Faut que les mecs se réveillent tous. Moi, j'ai vraiment l'impression que là, on est sur de la responsabilisation endive. Ouais, après, le limogeage de Salé a eu quand même un impact sur la défense, hein. Il y a eu un vrai downgrade de leur part. Donc voilà, il était nul en head coach, mais pour le coup, côté défensif, ça tenait encore la route avant son départ. Là, depuis qu'il est parti, ouais, c'est quand même très très compliqué. Donc que ce soit sur le domaine du jeu de course ou le domaine aérien, hein, vraiment, Mm. en vrai, enfin pour le coup, sur le match contre les Patriots,
pour pas trop en dire non plus, mais heureusement qu'ils ont blessé May, hein, parce que Brissett a quand même fait un bon match. Quand on voit son début de saison, voilà quoi. Donc ils ont rendu l'attaque des Patriots meilleure parce que leur défense n'arrivait pas du tout à mettre la pression. Donc ça m'inquiète un peu parce que les Texans, leur front seven, ouais, c'est pas celui des Patriots, hein, c'est quand même 2-3 classes d'écart contre cette O-line des Jets. Rodgers, il risque de manger beaucoup de fois la pelouse jeudi soir. Ouais, c'est assez triste que le salut des Jets passe par la créativité de Nathaniel Hackett dans les appels de jeu. Maintenant que je pense à ça, j'ai presque envie de changer mon vote. Non, franchement, juste pour qu'on ait quand même cette storyline jusqu'au bout de l'année et que la saison des Jets ne soit pas déjà finie, j'ai quand même envie de les voir gagner. Et ouais, en plus, je te rejoins sur le fait que les Texans ne font pas une superbe impression. Moi, je pensais que la saison de la confirmation serait dure. Dans le bilan, ils s'en sortent très bien. Hein. Ils sont en 6-2 alors qu'ils rencontrent beaucoup de blessures. Et en fait, c'est presque bon signe pour eux parce que si tu ne brilles pas et que tu es en 6-2, c'est que tu as de la marge pour faire mieux. Mais ouais, il y a des vents contraires. Voilà. Je pense qu'on peut être à un tournant des 2 saisons. Si les Texans arrivent à trouver des solutions à toutes leurs absences offensives et en fait détruisent les Jets, je pense qu'il n'y aura rien à redire. Ils gagneront la division tranquillement et personne n'aura envie de les jouer en playoff. Et à l'inverse, si là, tu te rends compte que quand on t'enlève tes receveurs 1 et 2, bah ouais, ça complique un peu le football. Et qu'en face, t'as des Jets qui se réveillent, qui passent à un bilan de 3-6 et qui commencent à regarder le calendrier en se disant, bon, bah les gars, faut faire le rush pour être en 9-8 et espérer prendre une place en playoff. On peut avoir une story intéressante. Voilà, je reste curieux, donc mon prono Jets est presque plus un souhait qu'un prono. Je crois qu'on en a terminé avec les grandes lignes de ce podcast. Je le rappelle, mercredi soir, je dis jour puisque je ne sais pas exactement si cet épisode sortira ce soir ou demain matin au moment où on enregistre. Donc le mercredi 30 à 21h, rendez-vous sur la chaîne Twitch du Front Office pour un live qui sera animé par Trey. Nous serons là tous les 6. Comme le premier qu'on avait fait sur les quarterbacks. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, il est encore sur YouTube. On va faire notre top 11 des wide receivers. Vraiment, je le disais en début d'épisode, mais ça risque d'être incroyable. On sait qu'on ne connaît pas le classement des autres, mais on sait qu'il y a des dingueries. On sait que du coup, il va y avoir du débat. Ça va être assez énorme. En plus de ça, là, les receveurs, il y en a énormément qui ont bougé. Est-ce que ça a altéré la vie de certains? Il y a eu des blessures, Je rappelle, la question à laquelle on répond, c'est si demain on est une équipe, n'importe laquelle, on veut faire un push pour le Super Bowl et on a le choix de trader pour un receveur, lequel on prend, lequel on va chercher, c'est vraiment avoir ce top receveur. Donc voilà, ce classement, on l'a tous fait, on a donné pas mal de noms. Il y aura le top 11, les mentions, les mentions pas spéciales, mais mentions honorables. Honorables, voilà, merci, je cherchais le mot. Les quelques mentions honorables de mecs qui se seront un peu perdus comme moi, qui vont avoir mis un petit nom. Je serai le seul à avoir cité le mec, voilà. Après, Nick Westbrook-Ikhine a fait quand même 2 bons matchs, donc non mais voilà, ça va être très très sympa. Venez donc, rendez-vous mercredi 30 à 21h sur Twitch. PA, merci beaucoup pour cet épisode. Merci à toi. Encore très cool de faire ce petit duo. Comme d'habitude, on s'est laissé porter par les sujets, donc il y a toujours des petites digressions, mais je sais que c'est plutôt apprécié. En tout cas, c'est les retours qu'on nous fait sur le Discord. N'hésitez pas à rejoindre le Discord. Le lien, il est en description des épisodes. Il est en lien sur nos réseaux aussi. On est toujours de plus en plus nombreux. Il y a toujours des passionnés qui sont là pour discuter de tous les matchs. Il y a des canaux pour chaque équipe. Il y a des canaux communs. Il y a des canaux pour les fans de fantasy avec nos camarades de Fantasy Ballers. Il y en a pour les collectionneurs de cartes. On a même le canal préféré de Doug, le fameux France Travail, où on parle des coachs virés ou qui vont être virés et où on sait jamais, vous pouvez peut-être passer une annonce d'emploi si vous cherchez du taf.
Vous tomberez peut-être sur quelqu'un de la commune qui recrute à côté de chez vous. On attend On va toujours Doug Peterson d'ailleurs, hein. Je sais pas où il en est de son ticket pour faire la queue, mais on l'attend toujours. Ouais. On attend toujours que ce soit le premier Doug viré, voilà, avant de virer le nôtre s'il revient pas dans un épisode. On plaisante, Doug, on plaisante. Mais reviens vite quand même. Allez, sur ce, on va vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Soyez présents sur le live et vive le football. Salut à tous.